La personne que tu vois ici, c'est moi, Emmett Dalton. Et oui, tu as bien entendu, Dalton. Ce nom te dit peu, être quelque chose, surtout si tu as déjà vu les célèbres dessins animés de Lucky Luke. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de Joe, William, Jack, ni d'Averell. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de mes frères, Bob, Grat, Bill et la mienne. Nous, les Dalton, avons été l'un des gangs les plus redoutés du Far West. Et si des noms comme Jesse James, Billy the Kid ou Butch Cassidy te sont familiers, alors tu comprends ce que je veux dire. C'était une époque de légende, de hors-la-loi et de défis constants. Le Far West, cette période si romantique et glorifiée par le cinéma que beaucoup adorent. Mais moi, je ne l'ai pas seulement vu dans les films, je l'ai vécu. Nous avons vécu à une époque si sauvage que transgresser la loi était presque devenu une chose banale. De nombreux bandits sont apparus à cette époque, et nous, les Dalton, en faisions partie. Alors, dans les prochaines minutes, je vais vous raconter notre histoire, et je dois vous prévenir. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire comme les autres. Très bientôt, vous comprendrez pourquoi. Je vous invite maintenant à m'accompagner, à voyager ensemble vers l'Ouest américain de la fin du 19e siècle. Un endroit où tout était possible, et où notre bande est passée de l'anonymat à devenir l'une des plus grandes légendes du Far West. Chapitre 1. Les frères Dalton, une vie au service de la loi. Commençons par briser un mythe dès le départ. Les Dalton, nous n'étions pas seulement des frères, nous avions aussi des sœurs. En fait, notre famille était particulièrement nombreuse. Nous étions en tout 15 enfants, 10 garçons et 5 filles. Voici la liste de nos frères et sœurs. Franco, Robert, que tout le monde appelait Bob, Gratan, Agrat, Emmett, celui qui te parle, William, connu sous le nom de Bill, Ben, Cole, Ben Cole, de Saint-Louis, Petiton, Lélia, Lélia II, Léona, Novia et les jumeaux, Adeline et Simon. Une grande famille, sans aucun doute. Et à sa tête, mon père, James Louis Dalton, un homme qui fut non seulement vétéran de la guerre du Mexique, mais aussi un agriculteur toujours reconnu pour son travail acharné, sa modestie, son caractère et son intégrité. Et enfin, il y avait ma mère, Adeline Younger Dalton. Cela peut paraître incroyable, mais ma mère était la tante de Cole, Bob et Jim Younger, 3 des hors-la-loi les plus connus du Far West. Leurs exploits étaient aussi célèbres que les nôtres, voire même que ceux des frères James. En 1880, ma famille et moi avons déménagé du comté de Cass, dans le Missouri, vers le territoire indien, où mon père s'est consacré à l'élevage et à l'agriculture. Malgré les difficultés, nous avons fait de notre mieux pour recevoir une éducation exemplaire. En fait, Ben et Cole sont même allés jusqu'à obtenir leur diplôme universitaire. Frank était un fervent défenseur de la loi. Et oui, les Dalton n'ont pas toujours été du côté du crime. Avant tout cela, beaucoup d'entre nous ont servi la loi. Notre frère aîné, Frank, fut le premier à le faire. Et si tu veux bien, concentrons-nous maintenant sur sa vie. Car, au final, une grande partie de notre histoire criminelle trouve ses racines dans sa propre histoire. En 1882, Frank Dalton fut nommé marshal adjoint des États-Unis. À cette époque, ce poste avait une responsabilité cruciale, assurer la sécurité des fonctionnaires judiciaires fédéraux, tels que les juges, les jurés et les avocats. Mais être marshal adjoint impliquait aussi de transporter des prisonniers, d'enquêter sur des activités criminelles et d'exécuter des missions spéciales. Pour nous, Frank était un véritable modèle. Ses petits frères et moi voulions être comme lui, coûte que coûte. À vrai dire, Frank possédait des qualités que beaucoup auraient aimé avoir. Il était courageux, intrépide et, surtout, honnête. Avec quelqu'un comme lui à nos côtés, nous n'aurions jamais emprunté la voie du crime. Cependant, le destin, malheureusement, en avait décidé autrement. Le 27 novembre 1887, Frank mourut, et Bob, Grat et moi avons forgé la légende du gang des Dalton. Permets-moi de te raconter brièvement comment cette tragédie s'est produite. Tout arriva lorsque Frank, accompagné d'un autre adjoint, partit à la poursuite de 3 contrebandiers de whisky qui défiaient la loi depuis un certain temps. Leur mission était claire, arrêter les bandits. Lorsqu'ils localisèrent enfin leur campement, ils se répartirent les tâches. Frank devait encercler la tente où les hors-la-loi s'étaient réfugiés.
Pendant que son compagnon se chargeait de capturer la femme à l'extérieur du camp, Frank commença sa mission et parvint à atteindre l'arrière de la tente où se trouvaient les malfaiteurs. C'est à ce moment-là qu'il se retrouva face à face avec l'un des trafiquants. Et c'est là que le drame commença. Le bandit, armé d'un revolver, tire en même temps que Frank, qui s'effondre au sol. Frank est grièvement blessé. Mais malgré tout, il parvient à tuer son agresseur. Cependant, il reste allongé par terre, vulnérable et sans défense. Ce qui se passe ensuite est encore plus tragique. Dans cette position de faiblesse, Frank Dalton est lâchement exécuté de 3 balles par un autre hors la loi. Après sa mort, Gratt reçoit une invitation du service des marshals de Fort Smith dans l'Arkansas pour prendre la place de son frère. Avant tout cela, Gratt travaillait à la ferme de mon père en tant qu'éleveur de chevaux. Mais cette vie, bien que paisible, n'était pas faite pour lui. Gratt aspirait à quelque chose de plus intense, à un mode de vie plus agité. Alors il décida d'accepter l'offre des US Marshals pour remplacer Frank. Peu après, Bob le rejoignit avec pour mission de l'assister dans son nouveau rôle. Ainsi, à ce moment-là, 2 des frères Dalton servaient leur pays, avec la ferme intention de défendre la loi. Une noble intention, mais qui, comme nous le verrons, allait devenir notre perte. Car, malgré nos bonnes intentions, nous, les Dalton, allions très bientôt changer de camp après une terrible désillusion. Chapitre 2. Contraint à l'illégalité. Après la mort de Frank, Gratt devint adjoint du marshal des États-Unis. Bob, qui l'avait soutenu jusque-là, prit également le même rôle d'adjoint du US Marshal. Et pour les aider dans leur mission, ils m'appelèrent. Ma tâche consistait à surveiller les prisonniers capturés. À cette époque, les adjoints du shérif ne recevaient pas de salaire fixe, mais étaient rémunérés selon un système de primes. Ainsi, chaque adjoint était payé en fonction des arrestations qu'il effectuait. 10 centimes par kilomètre pour le transport de documents, 40 centimes par jour pour chaque prisonnier gardé, 2,50 $ pour la lecture d'un mandat d'arrêt, et la même somme pour l'incarcération d'un prisonnier. C'est ainsi que Gratt, Bob et moi étions payés selon ce système de récompense. Et, soit dit en passant, c'est là que tous nos ennuis ont commencé, car le destin voulut que Bob soit trompé par ses supérieurs. Pour éviter de lui verser ce qu'il lui devait, ses chefs utilisaient toujours la même excuse. L'excuse qu'ils lui donnaient était toujours la même. Le gouvernement n'a pas encore transféré l'argent. Il arrivera bientôt. Mais ce bientôt n'arriva jamais. Bob, se sentant complètement dupé, décida de quitter son poste d'adjoint du US Marshal. Lui, qui avait travaillé honnêtement pendant tant d'années pour défendre la loi, se retrouvait désormais victime d'un détournement de fonds, probablement causé par une administration corrompue. C'est à ce moment-là que Bob commença à développer un profond sentiment d'injustice. Désabusé et furieux, mon frère aîné ne pensait plus qu'à une chose, la vengeance. Sans emploi, Bob décida de se rendre au Nouveau-Mexique pour lancer une nouvelle activité. Avec lui, il y avait moi, ainsi que 2 autres hommes, George Newcomb et Charles Bryant, tous 2 hors la loi. Ensemble, nous avons traversé tout l'Oklahoma jusqu'à notre destination. Au Nouveau-Mexique, nous nous sommes arrêtés à Santa Rosa. Là, nous avons dîné dans un restaurant chinois, puis nous sommes allés jouer dans un saloon à proximité. Après avoir trouvé une table, Bob, George Newcomb, Charles Bryant et moi avons commencé à jouer à un jeu mexicain, bien que pas très régulier. Le jeu semblait truqué, et je n'ai pas tardé à le faire remarquer à Bob. Lui, en m'écoutant, a répondu « Très bien, si tu es sûr de ce que tu dis, donnons une leçon à ces salauds. » Il était environ 10 heures du soir, et dans ce saloon, il y avait une 50aine de personnes armées. Mais cela n'inquiétait pas du tout Bob. Il nous ordonna immédiatement de prendre position et de viser toutes les personnes présentes. Au signal, nous avons tous dégainé nos armes en criant à l'unisson « Haut les mains !» L'effet de surprise fut tel que nous avons récupéré tout l'argent des tricheurs sans avoir besoin de recourir à la violence. Je me souviens que juste avant l'action, Bob leur avait dit quelque chose comme « Vous ne savez pas accueillir les étrangers ici, alors maintenant, on va vous apprendre comment traiter les autres. » Ce fut le premier crime des Dalton. Après l'incident dans le saloon du Nouveau-Mexique, Bob, nos 2 compagnons et moi sommes retournés en Oklahoma. À ce moment-là, Gratt, qui exerçait encore comme adjoint du US Marshal, allait connaître le même sort que Bob.
L'administration chargée de lui verser ses primes les détournait systématiquement. Le résultat fut inévitable. Gratt démissionna, tout comme Bob avant lui. Gratt fut le dernier des Dalton à occuper un poste au service de la loi. Après cette terrible désillusion, il se rendit au ranch de notre frère Littleton, à Fresno, en Californie. Quant à nous, Bob et moi, nous nous installâmes au ranch de notre frère Bill, où nous l'aidions avec le bétail et accomplissions quelques tâches mineures. C'était en février 1891, et c'est alors que tout commença à changer. Un événement dramatique allait bouleverser nos vies à jamais. Tout commença lorsqu'un éleveur local annonça une nouvelle à Bob et à moi. « Vous avez entendu parler du braquage? Le train Dalila. Ils ont fait sauter le coffre-fort et tué les conducteurs. Wells Fargo et Southern Pacific offrent une récompense pour la capture des voleurs. 5 000 $. Allez, salut. » Au début, Bob et moi n'y prêtâmes pas beaucoup d'attention. Ce genre d'incident était assez courant à l'époque. Alors nous avons simplement continué à nous occuper du bétail. Pourtant, quelque chose en moi me fit réfléchir. Je me souviens avoir dit à Bob, « On dirait que quelqu'un a décroché le gros lot. Je me demande qui a fait ça. Je ne sais pas, et je m'en fiche. Mais j'aimerais que ce soit nous. » Et tu sais quoi? Plus tard, nous avons découvert que nous étions accusés de ce braquage de train. La nouvelle, qui s'était rapidement répandue de bouche à oreille, désignait les Dalton comme les responsables de l'attaque. Quand Bob et moi l'avons appris, cela nous a complètement pris au dépourvu. L'information nous est parvenue par un voisin, qui nous a dit que les détectives nous cherchaient et se dirigeaient directement vers le ranch de notre frère Bill. À ce moment-là, nous savions déjà que tout était joué. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, être suspect revenait presque à être coupable. Alors, nous nous sommes réfugiés dans une pièce sombre à l'intérieur de la maison du ranch. Et c'est là que nous avons vu arriver les détectives. À leur arrivée, ils ont immédiatement commencé à interroger notre frère Bill. Les enquêteurs étaient désespérés de savoir où nous nous trouvions. Bill insistait sans cesse sur notre innocence, mais cela ne servait à rien. Les détectives étaient déjà convaincus que tout cela était une affaire signée par les Dalton. Ce qu'ils ont dit était à la fois prétentieux et absurde. Je sais que ce sont eux, et je vais les attraper. Allez les chercher. Leur intention était claire. Les Dalton devaient être capturés et emprisonnés, que nous soyons coupables ou non du braquage du train Dalila. Peu à peu, nous avons commencé à comprendre quel serait notre destin. Et c'est ainsi que, ce jour-là, naquit le gang des Dalton. Chapitre 3. Le désir de vengeance. Après avoir entendu les paroles des détectives, Bob et moi avons pris une décision immédiate. Nous devions fuir. Proclamer notre innocence ne servait plus à rien. Pour eux, nous étions déjà coupables. Alors, sans perdre de temps, nous avons enfourché nos chevaux et pris la direction des montagnes, cherchant à échapper aux autorités. Gratt, malheureusement, n'eut pas la même chance. Il fut arrêté au ranch de notre frère Littleton à Fresno. Un ranch qui, pour que vous le sachiez, se trouvait à plus de 160 km du lieu du braquage Dalila. À cette époque, parcourir une telle distance en si peu de temps était pratiquement impossible. Heureusement, Gratt put prouver son innocence grâce à cet alibi solide. Peu après, Gratt fut libéré, mais seulement pour une courte période. Les détectives, déterminés à capturer les Dalton, l'accusèrent à nouveau, cette fois pour avoir été supposément vu en notre compagnie. Sa caution fut fixée à 20 000 $, ce qui signifiait que Gratt devait rester en prison jusqu'à son procès. Ainsi, tandis que 2 des frères Dalton étaient en cavale, un autre se retrouvait enfermé en prison, sans aucune preuve le liant au crime. Pendant que Gratt dépérissait en prison, Bob et moi continuions notre voyage à travers les montagnes de la côte ouest des États-Unis. Sans nourriture, nous étions contraints de chevaucher sur des sentiers étroits, affrontant la neige implacable et un froid mordant. Lorsque nous ne traversions pas les montagnes, nous franchissions des déserts, des plaines ou des vallées. Nous vivions en marge de la loi, comme des fugitifs. C'est à cette époque que notre amertume grandit de façon exponentielle. Plus rien d'autre ne comptait. Nous n'avions qu'une chose en tête, la vengeance. Nous voulions nous venger de la compagnie Express, cette même entreprise que nous tenions pour responsable des primes impayées et de la fausse accusation concernant le vol du train Dalila. Accompagnés de George Newcomb et Charles Bryant, nous avons appris que la compagnie Express transférait une grosse somme d'argent par train, en périphérie de Kansas City.
dans le Missouri. Pour nous, c'était l'occasion parfaite de nous venger. Avec Bob et les deux autres, pleins d'adrénaline, nous étions prêts à commettre notre premier braquage de train. Un braquage motivé par une seule chose, notre ressentiment envers la compagnie express. Alors que nos têtes étaient mises à prix, nous avons commencé à planifier soigneusement l'attaque du train, accompagnés de nos complices. Chaque détail fut réfléchi, chaque mouvement calculé. Voici comment nous allions procéder. Charles Bryant et moi, nous chargerions de préparer les chevaux, en nous assurant que la bande puisse s'enfuir le plus rapidement possible après l'attaque. George Newcomb et Bob, quant à eux, se rendraient dans la ville de Wharton pour attendre le train de 10. Une fois la locomotive en marche, Bob et George sauteraient dessus pour maîtriser le conducteur et le mécanicien, les forçant à suivre l'itinéraire que Charles Bryant aurait préparé. Ensuite, Bob et George obligeraient les employés à descendre du train et procéderaient à la déconnexion de la locomotive des wagons. Enfin, ils prendraient tout l'argent qu'ils pourraient et s'enfuiraient avec les chevaux déjà prêts. Et tu sais quoi? Tout s'est déroulé à la perfection. Bob et George ont mené le braquage sans aucun problème, et notre bande a empoché 9 000 $. Après ce succès, nous sommes devenus des braqueurs de train, marquant ainsi le début de notre vie de hors-la-loi pour toujours. Chapitre 4. Le projet Amérique du Sud. Après l'attaque du train de Wharton, nous avions enfin obtenu notre vengeance. Nous avions volé une grosse somme d'argent à la compagnie express, ce qui, à ce moment-là, était plus que suffisant pour nous. Le ressentiment que nous éprouvions envers cette entreprise commença à s'estomper. À ce stade, Bob et moi ne ressentions plus le besoin de continuer dans la vie de bandit. En prenant du recul, nous avons compris que la vie criminelle n'en valait pas la peine. Les conséquences inévitables de nos actes nous firent réaliser qu'il était temps de changer de voie. Bob proposa alors que nous partions pour l'Amérique du Sud afin de passer inaperçus. Selon lui, là-bas, nous pourrions acheter un ranch et nous consacrer à l'élevage. L'idée me parut intéressante. Nous nous sommes donc dirigés vers la Nouvelle-Orléans pour embarquer sur un navire qui nous emmènerait commencer une nouvelle vie, loin de tout ce que nous avions laissé derrière nous. Charles Bryant n'était plus avec nous. Un marshal lui avait tiré dessus et, malheureusement, il n'avait pas survécu. Quant à George Newcomb, il était encore en vie, mais s'était temporairement éloigné de la bande. À la Nouvelle-Orléans, Bob et moi étions prêts à payer nos billets et à monter à bord du navire qui nous conduirait en Amérique du Sud. C'était la dernière étape pour clore notre carrière criminelle et enfin vivre des jours plus paisibles. Mais, une fois de plus, le destin en avait décidé autrement. Bob et moi étions en train de lire le journal lorsque nous sommes tombés sur une terrible nouvelle. Bandit Grad Dalton condamné. Grad Dalton, qui jusque-là avait langui en prison en attendant son procès, fut finalement condamné par les tribunaux, déclaré complice du braquage du train d'Alila, le fameux assaut pour lequel nous avions été injustement accusés. En entendant cette tragique nouvelle, Bob me regarda et me dit « Bon, je suppose qu'on doit rentrer. L'Amérique du Sud, c'est terminé. Voilà tout. Et puis, il y fait peu, être trop chaud. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, aux États-Unis, pour certaines personnes, la chaleur sera infernale. Fais les valises, on rentre ce soir. On dirait qu'ils ne veulent pas nous laisser recommencer. » La condamnation de Gratt signifia que notre plan de partir en Amérique du Sud pour commencer une nouvelle vie tombait à l'eau. L'idée de vivre une existence prospère et respectée en tant qu'éleveur s'évanouit, et avec elle, la perspective d'un nouveau départ. Tout fut remplacé par un nouveau désir de vengeance. Mais, contre toute attente, Grad Dalton avait réussi à s'évader la nuit même de son arrivée en prison. Tout cela grâce à l'aide de Bill, qui l'avait assisté dans sa fuite. Épuisé et affaibli par les conditions de la nature, Gratt parvint à échapper aux autorités et nous rejoignit en avril 1892. Quelque temps auparavant, Bob et moi avions reformé le gang des Dalton, en commençant par reprendre contact avec George Newcomb. Ensuite, nous avons recruté 4 autres bandits, Charles Pierce, Bill Doolin, Dick Broadwell et Bill Powers. Notre objectif, à ce moment-là, était de reformer le gang, en y intégrant Gratt dès qu'il nous rejoindrait, et de réaliser quelques braquages afin d'accumuler assez d'argent pour, enfin, partir une bonne fois pour toutes en Amérique du Sud. En attendant l'arrivée de Gratt, notre bande a commencé à attaquer un autre train, celui de l'Elieta.
Le procédé fut le même que lors de l'attaque de Wharton. Nous avons attendu que le train s'arrête à la gare. Puis nous avons sauté dessus. Nous avons pris le contrôle de la locomotive. Et nous avons mis la main sur le butin. Cette fois-ci, le butin s'élevait à 9 400 $. Et nous n'allions pas nous arrêter là. Chapitre 5. Les Dalton réalisent le braquage le plus fou de l'histoire. Après l'attaque de l'Elieta, Gratt rejoignit enfin la bande. Lorsqu'il arriva, il nous raconta tout sur son procès et son évasion. Son récit, chargé d'amertume et de ressentiment, raviva aussitôt la haine que nous éprouvions envers l'administration corrompue qui nous avait tant fait de mal. Avec l'arrivée de Gratt, le gang des Dalton était désormais au complet, et, à partir de ce moment-là, il ne changerait plus jamais. À ce stade, notre désir de partir pour l'Amérique du Sud restait intact. Mais pour cela, nous avions besoin d'argent. Sans ce capital, malheureusement, nous ne pouvions pas fuir. Alors, nous avons continué à voler. Nous nous sommes rendus compte que, même en pillant des locomotives, nous ne gagnions pas assez d'argent. Il était clair que, si nous voulions quitter le pays, nous devions changer de stratégie, même si cela signifiait commettre quelque chose d'irréparable. C'est alors que Bob proposa une idée complètement folle, braquer 2 banques en même temps. Bob proposa de braquer simultanément la banque C.M. Condon et la First National Bank à Coffeyville, au Kansas. Pour moi, c'était clairement un acte de désespoir. Mais nous n'avions pas d'autre choix. À ce moment-là, nous pensions qu'il s'agirait du dernier braquage avant de partir pour l'Amérique du Sud. Alors, nous avons tous accepté la proposition de Bob. Enfin, tous sauf Bill Doolin, George Newcomb et Charles Pierce, qui en avaient assez de la vie criminelle. Pour préparer l'attaque, nous avons acquis de nouveaux chevaux et fait le plein de munitions. Voici comment nous avions prévu de mener à bien ce braquage insensé. Une fois arrivés à Coffeyville, la bande se diviserait en 2 groupes. Gratt Dalton, Bill Powers et Dick Broadwell s'occuperaient de la banque C.M. Condon. Pendant ce temps, Bob et moi attaquerions la First National Bank. Une fois à l'intérieur des banques, nous prendrions l'argent, sortirions ensemble, monterions à cheval et prendrions la fuite. Pour la fuite, nous utiliserions une charrette remplie de munitions et de provisions. 2 d'entre nous s'assieraient à l'avant de la charrette, déguisés en fermiers, tandis que les autres resteraient cachés à l'intérieur. À partir de là, Bob, Gratt et moi prendrions différents navires en direction de l'Amérique du Sud. Dick Broadwell et Bill Powers, qui n'étaient pas intéressés par le projet, suivraient leur propre chemin. C'était donc ça, la théorie. Il ne restait plus qu'à la mettre en pratique. Nous étions mardi, le 4 octobre 1892, à 20h, la veille du braquage. Mes compagnons et moi quittions notre campement, situé à environ 20 000 de Coffeyville. Après un long trajet, nous nous sommes arrêtés à environ 2 km au sud-ouest de la ville pour nous reposer. Le lendemain matin, nous nous sommes levés tôt. Avant de partir, chacun prit un léger repas et nourrit son cheval. 8 heures du matin. C'était l'heure du départ. Nous étions prêts à réaliser le braquage le plus fou de l'histoire. En route pour Coffeyville. C'est le dernier tour. Le 5 octobre 1892, un mercredi ensoleillé avec un vent d'automne, nous avons commencé à entrer dans Coffeyville. Alors que Bob et moi ouvrions la marche, Gratt, Bill et Dick nous suivaient de près. À notre arrivée à Coffeyville, nous avons attaché nos chevaux à une barrière et nous nous sommes divisés, comme prévu, en 2 groupes. Gratt, Bill et Dick entrèrent dans la banque Condon, tandis que Bob et moi traversions la rue pour nous diriger vers la First National Bank. Nous étions sur le point de franchir l'entrée de la banque, lorsque soudain, nous avons entendu « Voilà les Dalton ». Oui, c'était un mauvais départ. On nous avait déjà repérés. Nous n'avions pas d'autre choix. Nous devions lancer l'attaque plus tôt que prévu. Bob se retourna et tira sur le dénonciateur, qui tomba mort sur le coup. Pendant ce temps, dans l'autre groupe de braqueurs, Gratt et ses 2 complices commencèrent l'assaut de la banque Condon. « Oh les mains !» crièrent-ils. Puis, Gratt pointa son Winchester sur le caissier et ordonna « Ouvre le coffre-fort !» De l'autre côté de la rue, Bob et moi commencions notre braquage à la First National Bank. Pendant que je tenais la foule en otage, Bob s'occupait du caissier, lui ordonnant de remplir les sacs d'argent. Soudain, un coup de feu retentit à l'extérieur.
Quelqu'un tirait sur la porte principale de la banque où nous nous trouvions. Sans réfléchir, nous sommes immédiatement sortis par la porte de derrière et avons commencé à courir. Lorsque nous avons atteint une ruelle, je portais les sacs d'argent, un total de 23 000 $, et Bob me couvrait. À ce moment-là, certains habitants de Coffeyville commencèrent à sortir leurs armes et à riposter. Dehors, en tournant à un coin de rue, Bob et moi étions sous le feu. Heureusement pour nous, aucun de nous ne fut touché. En fait, c'était même le contraire. En contre-attaquant, Bob avait déjà tué 2 personnes. Je me souviens même qu'il m'a dit « S'ils ne se calment pas, je vais tirer sur toute la ville. J'en ai déjà descendu 2. Retournons aux chevaux. Les autres doivent avoir fini maintenant. » Mais lorsque nous sommes arrivés aux chevaux, la situation ne s'améliorait pas. Soudain, nous avons entendu une rafale de tirs provenant de l'est. Il y avait aussi du chaos du côté de nos compagnons. Après avoir entendu les coups de feu, Bob et moi avons sellé nos chevaux et sommes partis au secours du second groupe de braqueurs. Pendant ce temps, d'autres habitants du village avaient pris les armes et nous tiraient dessus. Nous avons galopé à toute vitesse, essayant de nous défendre. Je me souviens de Bob tirant avec son Winchester dans toutes les directions. Lorsque nous sommes arrivés à la banque, Condon, Grat, Bill et Dick étaient déjà en train d'en sortir. En réalité, ils avaient été dupés par le caissier de la banque, qui les avait fait attendre pendant 3 longues minutes, un retard qui allait nous être fatal. Une fois notre part accomplie, nous avons tenté de rejoindre nos chevaux, mais la situation s'est rapidement compliquée. Nous étions de dos et devions faire face aux habitants de Coffeyville, qui nous tiraient dessus depuis les portes et les fenêtres. L'ambiance à Coffeyville était apocalyptique. Le vacarme était assourdissant et les balles volaient dans tous les sens. La situation devenait extrêmement critique pour nous. À ce moment-là, nous étions tout près de nos chevaux. Avec nos sacs pleins d'argent, nous étions sur le point de fuir. Puis, soudain, Bill Powers fut touché par une balle au bras. Puis ce fut mon tour d'être atteint. Alors que je détachais mon cheval, une balle me brisa le bras droit et une autre me frappa dans le dos. Rapidement, le reste de la bande commença à tomber au sol. Grat et Bill étaient déjà morts, et Bob était grièvement blessé. Le seul qui avait réussi à s'échapper était Dick Broadwell. À cheval, il parvint à sortir de la ville, mais sa fuite ne fut pas facile. Dick était tellement blessé qu'il ne put continuer. Il tomba de son cheval et mourut sur le coup. Sous une pluie de plomb, j'ai réussi à rejoindre Bob, le seul encore en vie. Malgré le vacarme assourdissant, j'ai pu entendre ses derniers mots. « Adieu, Emmett, ne te laisse pas attraper, meurs en brave. » Pendant ce temps, j'ai tenté de le sauver, essayant de le hisser sur mon cheval, mais ce fut en vain. À mon tour, je suis tombé sous un tir intense. Encore vivant, j'ai vu mon frère sortir une dernière fois son fusil et tirer. Avec un sourire sur le visage, Bob dit d'une voix faible et rauque « Je suis en train de mourir. » Chapitre 6. 23 balles et toujours en vie. Après notre terrible revers à Coffeyville, j'étais le seul survivant. De manière miraculeuse, j'ai réussi à m'échapper, malgré les 23 balles que j'avais reçues. Mes 4 complices, dont 2 de mes frères, étaient tombés au champ d'honneur. Pendant 11 longues minutes, Coffeyville s'est transformé en un véritable enfer. Le taux de mort par minute, ce jour-là, fut plus élevé que celui de n'importe quelle bataille de la guerre de sécession. Au cours de l'affrontement, 8 personnes sont mortes et 3 ont été blessées. Ainsi, le 11 octobre 1892, j'ai été transféré en prison. Le 8 mars 1893, 5 mois après les événements de Coffeyville, j'ai été déclaré coupable de complicité de meurtre et condamné à la prison à perpétuité, alors même que je n'avais tiré aucun coup de feu pendant la fusillade. Après 14 ans derrière les barreaux, j'ai finalement été libéré. Le gouverneur de l'État où j'avais purgé ma peine m'a gracié. Une fois libre, j'ai voyagé à travers tout le pays, donnant des conférences sur les conditions carcérales. Le 13 juillet 1937, à l'âge de 66 ans, je suis décédé à Los Angeles. Voilà comment nous avons vécu, nous les Dalton, une histoire tragique et spectaculaire. J'espère que notre biographie vous a permis de mieux comprendre l'anarchie de notre époque. Des lois aussi méprisées par les bandits que par ceux qui étaient censés les faire respecter. Si la corruption ne nous avait pas poussés sur le chemin du crime, les Dalton auraient pu continuer à défendre la loi sur notre terre. Malheureusement, notre histoire en a décidé autrement. Il était sûrement écrit que notre destin était de piller des trains et des banques,
et ainsi de devenir des légendes du Far West. C'est tout, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.